Merci de nous suivre de partout. Vous êtes Vitesse Télévision, votre chaîne par excellence. Jeff Badibanga, les communicateurs de la République, est là. Ensemble avec vous, nous allons développer sur ces plateaux. Comme vous le constatez déjà, nous sommes à 3. Je reçois deux grands acteurs politiques de notre pays qui sont là pour parler de la République démocratique du Congo et surtout du processus électoral, le bilan de Félix Tshisekedi et aussi les candidats compétents pour le changement. Voilà les 3 points que nous allons développer dans ces numéros de décryptage de l'actualité politique. Comme je vous ai toujours dit, lorsque vous voyez Jeff Badibanga sur ces plateaux, ça veut dire qu'on va choquer les idées. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir ces des acteurs politiques dont je vous ai présenté les noms, mais je commence d'abord à les saluer pour les accueillir dans ces numéros de décryptage de l'actualité politique. C'est pour la toute première fois, M. Jason Bumba, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous allez bien? Oui, je vais très bien et vous? Je suis enchanté de vous recevoir dans ces numéros de décryptage de l'actualité politique. C'est une émission qui est bilingue. Vous pouvez parler dans la langue où vous vous sentez à l'aise. Je pars saluer M. Vundoawe Abel. Bonjour. Oui, bonjour. Je pense que vous allez très bien. Oui, ça va très bien et vous-même? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. C'est avec eux que nous allons développer ces numéros de décryptage de l'actualité politique, le processus électoral. Ils allaient kosala MP parce que tous allaient permettre abonner na biso nyonso ba internet bazali kolanda biso yo peso que za na posa ya participer na numéro de décryptage de l'actualité politique. Notre numéro est affiché en bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter et participer dans cette émission. Surtout ba candidats oyo toza ba boza ba candidats ba conseillers municipaux, vous êtes des candidats députés provinciaux, vous êtes des candidats au niveau de la législature nationale et même au niveau de la yangote, mais ba tumususu ba lobby tokende po maponami parce que constitution na biso ezali ko imposer biso tokende maponami tous les 5 ans, mais malgré ça to monique Batumsusu bazali ko menacer ba coup d'état boyokaki John Numbi depuis Zimbabwe bisika wazali ya lobi keso ki maponami esalemi et kozala moto bazali ko pelisa na poudrière makanisi na yo ezali nini. Est-ce que le processus électoral ezali ko inspirer confiance na bayimbo kake muto ba kopona neti tata mokonzi ya ekolo yende muto akobima? Bien, tout d'abord, chers journalistes, merci d'abord pour la parole que vous m'avez octroyée. Merci. Je ne serai pas trop prestant durant ma prestation car je vais essayer de jouer à la prestidigitation. Merci. Concernant le processus électoral, selon mon point de vue, nous avons d'abord le scrutin. Dans le scrutin, nous avons l'identification et l'enrôlement. Nous avons clairement vu que l'enrôlement en République démocratique du Congo ne s'est pas totalement passé comme cela devait être. Nous avons constaté un peu de failles lors de l'enrôlement. Oui. Tout d'abord, la plus grande faille qui a été constatée par la majorité de la population congolaise est d'abord le manque de couleur dans la carte d'électeur, dans notre carte d'identification. Oui. La carte d'électeur, c'est une carte qui nous identifie, nous citoyens congolais. On ne peut pas accepter avoir une carte qui ne dure même pas 1 mois, qui n'a même pas 1 mois de durabilité, par faute de couleur. Donc vous êtes d'avis avec les gens de la MOCA qui disent que cette manière de faire, ça présage déjà une fraude électorale? Bon, par rapport à la fraude électorale, je ne pourrais pas dire ça. Je ne pourrais pas dire ça pourquoi? Parce que selon mon point de vue, l'effet d'avoir une carte noire ne signifie pas clairement qu'il y aura fraude. Parce qu'on nous a garanti que nous allons tous voter. Tous les gens qui ont eu des cartes d'électeurs vont voter. Et voilà, bientôt, c'est déjà le mois de novembre. Nous attendons la solution que va proposer la CENI par rapport à cela. Par rapport aux cartes qui sont quasiment noires. Et lorsque la CENI va proposer la solution, c'est là que nous allons essayer de comprendre ou d'analyser s'il y aura peut-être fraude lors de ces élections qui aura lieu en décembre 2023.
Monsieur Abel Vundoawe, est-ce que vous ne pensez pas que le processus électoral, dans l'allure où vont les choses, il y a un peu le climat de méfiance entre les acteurs politiques ou soit ceux qui veulent participer aux élections? Parce que les élections, ce n'est pas pour la CENI. La CENI, c'est l'organe qui va organiser les élections, mais il y a le participant à ces élections-là. Entre autres, il y a les partis politiques, la société civile, il y a aussi l'Église catholique qui, nécessairement, à chaque cycle électoral en République démocratique du Congo, l'Église catholique et l'ECC nous amènent les observateurs. Ce sont eux souvent qui ont dit qu'il y a eu tricherie ou soit il y a eu vol et que le vrai résultat des élections ne sont pas publiés. Vous ne craignez pas que le même scénario puisse se répéter au niveau de ces élections parce que d'ici un mois, il y aura bel et bien tenu des élections. Vous ne craignez pas que le même scénario puisse se répéter en 2023? Merci beaucoup pour le don de la parole. Ce que je pourrais dire par rapport à cette question est que la méfiance est là. La méfiance est là, mais nous n'avons pas peur, il n'y a pas la crainte. Déjà, le processus électoral, comme je peux le dire, est chaotique. Déjà, dès le départ. Donc pour vous, il faut tout recommencer. À ce niveau, on ne peut pas tout recommencer. Mais on ne peut pas aller aussi aux élections parce qu'il faut y aller. Il faut qu'il y ait que les processus soient, que ces processus puissent inspirer confiance à tous les participants. Le vrai problème est la CENI. Je pense que la CENI a oublié son rôle d'une commission indépendante. Et aujourd'hui, la CENI est devenue une commission dépendante de ceux qui sont au pouvoir. Oui, oui. Comment expliquer le processus électoral? Les normes, non, les échéances ne sont pas respectées. Et par exemple, vous avez la parole, vous pouvez démontrer, vous pouvez nous dire quelle est l'échéance qui n'a pas été respectée. Parce que jusque-là, nous avons le processus d'enrôlement qui a été respecté, le dépôt des candidatures, le dépôt de traitement des candidatures qui est respecté. Qu'est-ce qui n'est pas respecté pour que le processus puisse être chaotique? Suite à cela, oui, il y a d'abord un élément très important que la population congolaise doit savoir. Lors du processus électoral, où est le fichier, ou l'audit du fichier électoral? Oui. Il n'y a pas eu audit du fichier électoral. Qu'est-ce que signifie audit du fichier électoral? C'est-à-dire le contrôle externe d'une organisation internationale. Il n'y a pas eu ce contrôle-là et nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se plaindre par rapport à ça. Parce que comment se fait-il que nous nous approchons vers les élections? Nous sommes déjà aujourd'hui 29 octobre et dans quelques jours, c'est le mois de novembre, puis le 20 décembre, si je ne me trompe pas, oui, il y aura élection. Mais jusque-là, l'audit du fichier électoral est introuvable. Vous entendez par quoi quand vous dites le fichier électoral? Parce que la loi électorale est claire. Oui, oui. Le fichier électoral, selon la loi, c'est que selon ma connaissance, il n'y a pas une obligation que ces fichiers soient audités par l'organe extérieur. C'est ça selon la loi électorale. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'Église catholique aujourd'hui a donné une condition. L'Église a dit qu'il faut que l'Église puisse auditionner les fichiers électoraux. Vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous devez dire à nos abonnés qui attendent impatiemment vos analyses sur ces processus électoraux. Vous avez dit, M. Vundoawe, que le processus électoral est chaotique, mais il faut développer quand même pour dire aux Congolais sur quelle étape le processus électoral est chaotique. Le processus électoral est chaotique. Quand on dit, comme le camarade l'a dit ici, l'audit du fichier électoral ne veut pas simplement dire que non. S'il y a audit, pour que la CENI puisse, n'est-ce pas? Non, le problème est ceci. Le problème est qu'on fait audit pour donner confiance à ceux qui vont venir voter. On fait l'audit pour que nous sachions tous que, bon voilà, la CENI n'est pas partiale, la CENI est bel et bien indépendante. Mais quand on refuse que certaines choses puissent être faites au niveau de la CENI, là on se pose des questions. On se pose des questions. Que comment une commission qui est indépendante commence à faire des choses d'où on ne peut pas l'expliquer ici. Vraiment. Parce que c'est très flou. C'est vraiment très flou. Alors, les échéances, vous avez dit qu'il y a eu le dépôt de candidature aussi bien à la présidentielle qu'à la députation nationale. Oui, il y a eu le dépôt de candidature. Mais est-ce que les élections seront là dans les délais?
Donc vous doutez de la tenue des élections le 20 décembre 2023? Oui, j'ai doute fort. Et pourquoi? Quels sont les éléments qui motivent votre doute? Le président de la CENI nous a dit dernièrement ici, sur sa sortie médiatique, que non, il n'a pas les fonds. Il a demandé un budget à 1,5 milliard et quelques dollars. Et jusqu'à là, dont 700 quelques mille dollars lui ont été remis. Non, non, il a demandé un budget. Le budget global de la CENI était évalué à 1 milliard et quelques. Effectivement, mais 700 quelques mille déjà lui ont été déjà remis. Oui, oui, lui ont été remis et jusque-là, le gouvernement n'a rien versé du tout. Alors que nous sommes presque au mois de novembre. Oui, on est en novembre. Et dans quelques mois, ce sont les élections. Alors, comment pensez-vous que la CENI va aller dans des provinces, terminer cette campagne en bonne et due forme? Et je ne pense pas qu'il y aura élection le 20 décembre. Pourquoi? Parce que la CENI ne veut pas être indépendante. La CENI attend plutôt des instructions d'ordre extérieur. Des instructions extérieures, c'est-à-dire de ceux qui nous gouvernent. Alors que la mission de la CENI, c'est quoi? La mission de la CENI, c'est d'assurer la régularité du processus électoral. Pas de vote, pas d'opération de vote, mais du scrutin. Comme le camarade l'a dit, l'ensemble du scrutin, en commençant par l'identification, enrôlement, jusqu'aux élections. Mais la CENI n'assure pas cette régularité. Et on dit que non, une seule irrégularité dans le processus frappe la régularité de tous les restes. Donc, une seule faute entraîne la faute de tous les restes. Mais il faut quand même dire à tous ceux qui nous suivent que partout dans le monde, il n'y a pas des élections parfaites, il y a toujours des irrégularités. Bon. Cela ne doit pas nous amener à faucher sur le processus électoral. Alors, M. Jason, j'aimerais un peu savoir, vous avez critiqué le processus électoral, le qualifiant de chaotique. Quelle est l'alternative que vous proposez? Doit-on recommencer tout à zéro en changeant les bureaux de la CENI, en donnant le glissement à celui qui nous dirige actuellement, Félix Tshisekedi, pour mettre en place un nouveau bureau de la CENI et recommencer le processus électoral, ou soit nous devons commencer, ou soit continuer avec les mêmes processus que vous qualifiez chaotiques? Bon, recommencer avec le processus électoral, ça sera un peu trop dit. Ça sera un peu trop dit, pourquoi? Parce que au moment où nous sommes, nous allons bientôt atteindre la date fixée pour les élections. Et vous savez que pour recommencer ces histoires ici, des cartes d'électeurs, tout ça, cela demande des dépenses. Parce que nous avons constaté d'abord que le gouvernement a trop dépensé par rapport aux machines à voter d'abord. Bien que ces machines-là ont eu des failles. Parce que nous nous posons la question, pourquoi dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, nous reconnaissons qu'au début de son mandat, il n'avait pas vraiment un budget là, vraiment trop bien, mais au fil du temps, il a quand même pu atteindre un bon budget. Est-ce qu'avec le budget que la République démocratique du Congo a pu atteindre, cela n'était pas possible de prendre ou de commander des machines à voter avec des cartes qui auraient pu être en couleur? Recommencer le processus électoral, ce sont de longues procédures. Parce que si aujourd'hui on décide de reprendre à zéro avec le processus électoral, donc cela sera obligatoire de repousser encore la date des élections. Ça sera une obligation de repousser cette date des élections. Or, il y a certaines personnes, ou notamment les peuples congolais, il y a certaines personnes qui ne veulent pas voir cette date-là être repoussée. Donc, pour vous, coûte que coûte, il doit y avoir élection. Coûte que coûte, il doit y avoir les élections. Même si vous qualifiez les bureaux de la CENI des pro-gouvernement, bien des pro-Tshisekedi. Coûte que coûte, il doit y avoir des élections. Pourquoi? Nous avons constaté que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà fait, va bientôt faire 5 ans de son mandat. Oui. Et nous devons respecter la Constitution. Nous sommes dans un pays d'état de droit. Devrions-nous respecter la Constitution même si le processus électoral est biaisé? Bon, bien que le processus électoral soit brisé, la Constitution, comme le dit le si brillant professeur Jacques Joly, la Constitution est comme notre mère. Nous devons la protéger.
nous devons tout faire pour respecter la Constitution. La Constitution est comme la Bible pour des juristes. Dans un pays démocrate comme la République démocratique du Congo, nous avons cette obligation de respecter la Constitution. Si on nous a mis ou si on a placé des cartes d'électeurs en noir et blanc, sûrement la CENI avait une solution pour ça. Parce que lorsque nous étions... Est-ce que c'est une faute, avoir une carte en noir et blanc? Bon, avoir une carte en noir et blanc, je ne pourrais pas dire que c'est une faute. Je ne pourrais pas dire que c'est une faute. Pourquoi boycotter les processus électoraux? Je pense que Joseph Kabila n'est pas d'accord avec ces élections par amour. Par amour. Par amour. Kabila, l'amour du Congo. Oui, Kabila, l'amour du pays. Pourquoi j'ai dit ça? Si aujourd'hui, le pays est en crise, si aujourd'hui, nous sommes en péril, c'est parce que nous avons eu des mauvaises élections. Donc si aujourd'hui nous souffrons, c'est parce que les élections ne se passent pas en toute régularité. Donc la souffrance du peuple congolais aujourd'hui, ce sont les élections. Ce sont les élections. Quel remède donniez-vous à la CENI de Kadima pour tenir des élections qui sont dignes de ce nom? Il est impossible de donner à la CENI de Kadima des moyens pour organiser de bonnes élections. Pourquoi? Le braquage électoral a été déjà fait. Par qui? Par qui? Le braquage électoral a été déjà fait. Par qui? Alors, pourquoi j'ai dit que le braquage électoral a été déjà fait? Parce que la CENI, jusque-là, ne nous a pas montré à suffisance qu'il est impartial et il reste indépendant. Non. Ces élections, même des petits-enfants, sentent que non, ces élections portent les germes de non-crédibilité et de non-alternance. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de culpabiliser les pouvoirs en place d'avoir organisé un hold-up électoral. On le verra en tout cas. On le verra. Oui, oui. Ça, c'est une réponse. On le verra, je suis tellement ravi. C'est un partage qui profite à tout le monde parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, et surtout les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, qui doutent sur le processus électoral. Aujourd'hui, sur votre chaîne, Vitesse Télévision, dans vos numéros, votre numéro plutôt de décryptage de l'actualité politique, nous sommes en train de décrypter petit à petit les étapes, les étapes du processus électoral. Vous avez compris avec moi que Jason et Abel Vundoawe, tous sont contre ce processus et les qualifient de chaotiques, mais ils ne veulent pas qu'on puisse recommencer le processus électoral à zéro, de peur qu'il y ait glissement à la date du 20 décembre. Alors, j'aimerais un peu qu'on parle, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous qualifiez le processus électoral de chaotique, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dirige le pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel bilan aujourd'hui pouvez-vous dresser de son quinquennat? 5 ans déjà, Tshisekedi président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Quel est le bilan de Tshisekedi? Monsieur Jason, sur 10, Tshisekedi peut avoir combien en bleu? Bon, sur 10, selon moi, d'après ce que j'ai vu, par rapport à ce qu'il a pu faire, je pourrais donner au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un 5 sur 10 par rapport au bilan. Lorsque je donne ces 5 sur 10 à donc il a réussi? Non, c'est 5 sur 10 pour moi. Il a ni échoué ni réussi, mais il est au milieu. Voilà. Mais si nous sommes, excusez-moi, si nous sommes dans une salle de classe, donc il a réussi. Bon. Les 5 sur 10, il a réussi. Oui, si nous sommes dans une salle de classe... Donc il a mieux fait que Joseph Kabila, son prédécesseur. Bon, dire qu'il a mieux fait que Joseph Kabila, c'est un peu trop. Pourquoi? Parce qu'il y a des points, bon, si un peu nous essayons de dire la vérité, il y a des points où il a mieux fait que le président Joseph. Oui. Il y a aussi des points où il n'a pas pu mieux faire par rapport au président Joseph. Vous avez la parole, oui, le bilan de Félix Tshisekedi. Oui, bon, par rapport au bilan de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons constaté que ce que j'ai pu aimer en tant que jeune, est qu'il a pu donner au moins un avantage aux jeunes. Lequel? Avec le président Félix, nous avons constaté que des jeunes ont quand même pu commencer à se retrouver. Je donne un exemple. Nous l'avons très bien vu dans les dépôts de candidatures. Si vous constatez bien, chers journalistes, dans la députation,
nationale ou encore dans la députation provinciale, nous retrouvons beaucoup de jeunes. Nous retrouvons beaucoup Ils se de sont jeunes. lancés en politique, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en Bon. République démocratique du Congo, un taux de Dis- chômage élevé. dis- Et comme c'est la politique qui paye, il faut se lancer dans la politique. Bon, dire qu'ils se sont lancés en République et dire qu'ils se sont lancés en politique parce qu'en République démocratique du Congo, il y a un taux élevé de chômage, c'est un peu trop dit. C'est un peu trop dit pourquoi? Parce que étant jeune aussi, j'ai constaté que nous, la jeunesse, nous avons aussi l'amour du pays. Chacun a cette envie-là d'apporter un plus de ce qu'il sait, Oui. d'apporter un plus dans son amour en République démocratique du Congo. Et concernant toujours les bilans du président Félix Tshisekedi, nous avons vu qu'il y a eu gratuité de l'enseignement. Il y a eu gratuité de l'enseignement. Qui est beaucoup critique. Oui, qui est beaucoup critique, malgré des failles. Delis Sanga est allé plus loin pour dire que le Congo de la gratuité, c'est le Congo de fainéants. Bon, dire que le Congo de la gratuité, c'est le Congo des fainéants, moi je pense que c'est par rapport à la paye. Par rapport à la paye, sur base de quoi? Nous avons constaté que avant la gratuité de l'enseignement, les professeurs avaient quand même un salaire élevé. Dans certaines écoles, nous prenons par exemple le cas du collège Boboto, du collège Saint-Joseph-Félix, Notre-Dame, il y avait des professeurs qui vivaient quand même bien. Il y avait certains professeurs qui avaient aussi des voitures parce qu'aujourd'hui, ici, en RDC, on considère qu'une personne qui a une voiture a quand même des moyens. Parce qu'avoir une voiture, c'est quand même des dépenses. Des dépenses mais la voiture, ce n'est qu'un moyen de transport. Oui, bien que ce n'est qu'un moyen de transport, mais il y a quand même des failles parce que dans certaines écoles, la gratuité de l'enseignement est encore venue rabaisser. La qualité de l'enseignement. Encore venir rabaisser la qualité de l'enseignement. Or, ce rabaissement de la qualité de l'enseignement est un danger pour le futur de la République démocratique du Congo. Ce rabaissement est un danger. Parce que lorsqu'il y a rabaissement, je ne sais pas trop, mais il y a quelques enfants ou il y a quelques petits élèves qui sont en train de se plaindre par rapport à la corruption. Or, avant, nous avons constaté que la corruption n'existait quasiment pas dans nos écoles envers des professeurs. Oh, comme bien professeur en Zala. Pour imaginez-vous un professeur qui touchait quasiment plus de $800 et aujourd'hui on les rabaisse déjà combien? Je ne sais pas trop. $125. $125. Mais, monsieur le journaliste, pouvez-vous accepter ça? Vous étiez à 800, à 1000, à 1200, jusqu'à $125. Tandis que vous avez des enfants, vous avez une famille à gérer. Et nous savons tous que les hôpitaux en RDC ne sont pas totalement gratuits. Les soins, tout ça, ça compte. Et bien qu'on a mis ce que j'ai aimé aussi, parce que côté gratuité de l'enseignement, je dirais que c'est des coussi-coussa. Coussi-coussa sur base de quoi? Le président Félix Tshisekedi a bien réfléchi. C'est une bonne décision de mettre la gratuité de l'enseignement parce que cela permet à tout enfant d'aller à l'école. Mais lorsque le président Félix a mis cette gratuité d'enseignement, on devait s'assurer que cela soit totalement bien fait. Parce que nous voyons que les professeurs sont plus en train de se plaindre, surtout au niveau du salaire. C'est les salaires qui posent problème. Et dans son bilan, nous avons vu qu'il a quand même pu réussir à organiser les Jeux de la francophonie. Pour ça, moi-même, je suis d'ailleurs fier de ça. Je suis fier de ça et nous avons quand même vu une bonne sécurité lors des Jeux de la francophonie. Et comme je disais là, le président Tshisekedi est venu promouvoir la jeunesse. Parce que grâce à ces Jeux de la francophonie, nous avons vu quelques jeunes qui ont quand même pu faire des combats ou encore qui ont quand même pu participer avec des athlètes du niveau international. Et c'est ça quand même qui a été bien. Mais à part ça, pour faute de temps, je peux m'arrêter là par rapport au bilan. Monsieur Abel, le bilan de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous avez retenu de bon? Quel est le côté positif du bilan de Tshisekedi? Il a réussi son quinquennat. Des choses où on ne peut même pas parler des bilans. Si vous regardez l'état du pays aujourd'hui, vous verrez que jusque-là, nous n'avons pas été dirigés par des personnes qui ne nous ont pas montré l'amour. Donc Félix Tshisekedi n'a pas l'amour du Congo. N'a pas dirigé le pays dans l'amour. Et avec l'union sacrée, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas une union qui peut aider la nation, mais c'est une organisation opportuniste, basée sur les intérêts au service des individus, pour permettre à certains de s'enrichir calmement. De s'enrichir calmement.
Voilà pourquoi les élections qui se pointent à l'horizon, s'il n'y a jamais élection, le peuple congolais doit savoir que son destin est en main, que nous ne devons pas laisser le pays partir avec ou sans élection. Le peuple est déterminé à chasser Félix Tshisekedi du pouvoir parce qu'il y a l'amateurisme au sommet de l'État, l'incompétence au sommet de l'État. Il y a des nominations parallèles. Donc, la gestion de la République, les entreprises publiques, l'administration publique est devenue, ce n'est plus la compétence, c'est devenu des quotas. On distribue ça comme des petits pains aux gens. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est le système politique de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit à ceux qui étudient encore, ceux qui sont à l'université, au lieu de faire des travaux de fin de cycle de plagiat, il faut réfléchir sur comment changer les choses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la politique chez nous, c'est lorsque tu es dans un parti politique que tu peux te retrouver. Que tu sois compétent ou pas, mais une fois que tu fais partie d'un parti politique qui est au pouvoir, tu dois te retrouver. Parce que le partage du pouvoir dans des entreprises de l'État, ça s'est fait sur base de la majorité que le parti politique apporte au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nos étudiants aujourd'hui peuvent réfléchir sur la manière de changer ces choses-là. Bien que nos étudiants aujourd'hui peuvent réfléchir sur la manière de changer des choses, mais est-ce qu'on leur donnera cette occasion-là de pouvoir changer ces pays? Par rapport aussi au bilan du président Félix, la pauvreté en République démocratique du Congo, nous avons l'impression que cela augmente de jour en jour. Le taux de dollar va jusqu'où? On est maintenant à 25 500. Et chers journalistes, dites-moi un peu si les taux aujourd'hui arrivent à 30 000 francs congolais. Où allons-nous maintenant? Parce que lorsque les taux augmentent, cela n'est pas totalement bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on paye en francs congolais. Il y a des gens qu'on paye 1 million, 500 000 de francs congolais. Bon, prenons avec les taux de 25 000 francs et que vous avez un salaire de 1 million de francs congolais, vous avez combien? 400 $. Or qu'à l'époque où les dollars étaient 10 000 francs, si vous avez 1 million, vous avez 1 000 $. Parce que j'ai l'impression que cette pauvreté en République démocratique du Congo est aussi liée aussi au taux de dollars. Pourquoi c'est lié au taux de dollars? Nous constatons qu'en République démocratique du Congo, il n'y a quasiment pas d'abord de bons salaires dans certains boulots. Nous remarquons quasiment qu'il n'y a pas d'emploi. Sur les 1000, 10 000 étudiants qui finissent, il y a quasiment 10% qui trouvent du boulot. C'est une faille aussi. Vous pensez que tout ça, c'est à mettre toujours dans le bilan de Félix? Oui, bien sûr que oui. C'est à mettre dans le bilan de Félix parce que c'est lui le président actuel. Il est là, il doit trouver une solution. Il doit trouver... Comment se fait-il que nous avons des génies licenciés en République démocratique du Congo qui manquent de boulot, tandis que nous avons des incompétents qui ont des boulots qui ne les correspondent même pas. Vous savez, il faut savoir appeler un chat. La RDC est très alambiquée. Ça signifie que la RDC est très compliquée. C'est un pays donc difficile à comprendre. Nous avons l'impression que chacun fait ce qu'il veut. Il y a quasiment un peu du trésor de partout. Bien que le président Félix cherche à mettre une chose, le président Félix, nous avons l'impression comme s'il ne trouvera pas de solution. Cela fait quasiment 500. Si je me permets, le président Joseph a laissé les taux à combien? À 16. 16,5. À 16,5. Et lorsque le président Félix a pris le pouvoir, tout Congolais pensait que cela allait changer. Parce que il y a des gens qui ont fait quasiment 10 ans, 8 ans, 15 ans au boulot avec les mêmes salaires et puis en francs congolais. Vous pensez, bon, ça c'est juste mon point de vue parce que lorsque vous dites le président Kabila a laissé le taux à 16,5, vous pensez que Kabila a mieux maîtrisé les taux de dollars que Félix Tshisekedi? Parce que quand Kabila entre au pouvoir, son père, avec les taux de dollars, c'était 1 dollar, 1 franc. C'était 1 dollar, 1 franc. Mais lui a laissé à 16,5. Mais Tshisekedi a pris à 16,5. Aujourd'hui, on est à 25,5. Qui a mieux géré les taux de dollars? Bon, jusque-là, si vous faites ou si vous additionnez, aller de 16 jusqu'à 25, ça fait quand même un grand montant là. Parce que... C'est neuf.
Oui, oui. Nous supposons que... Mais lorsque vous prenez $1, 1 franc, Oui. vous laissez à 16,5. Bon. Dans ce côté-là, le président Joseph a fait aussi une faille. Mais lorsque le président Tshisekedi a été élu, il devait quand même changer certaines choses. Or, Vous pensez que l'espoir des Congolais qui a été placé en Tshisekedi, aujourd'hui les Congolais regrettent, Monsieur Bon. Abel Vundowe, les Congolais regrettent aujourd'hui la confiance qu'ils ont placée en Tshisekedi. bien sûr que oui. La majorité des Congolais regrettent. Que dirons-nous de nos mamans à l'est du pays? À Goma, en Ituri, partout. C'est très grave. Donc le président est arrivé au pouvoir, il n'avait pas vraiment de grandes choses pour un premier temps, pour un premier mandat. Il devait juste terminer la guerre à l'est du pays parce qu'il a dit lui-même que si je ne réussis pas à terminer cette guerre, c'est que moi, c'est que j'ai échoué. Il l'a dit. Il devait juste terminer la guerre et la vie sociale des Congolais. Mais on se rend compte que depuis que le monsieur a pris le pouvoir, c'est comme si le pays est plongé dans une certaine sorte de crise très grave. Le nombre de morts augmente au jour le jour. L'inflation du taux de dollar et l'insécurité totale. Et même dans la capitale congolaise. Donc l'ensemble de ces choses nous mène maintenant à conclure que le président de la République est vraiment incompétent à gérer la République. Ou incompétent, c'est très dur. On peut dire qu'il ne s'est jamais préparé à gérer cette République. Félix Tshisekedi ne s'est jamais préparé à gérer ces pays. Qui, pour les remplacer, quel est le président compétent? Quel est le profil de ces 24 candidats qui se sont présentés? C'est le dernier point avant que nous puissions chuter dans ces numéros de décryptage de l'actualité politique. Parmi les 24 candidats qui se sont présentés pour succéder à Félix Tshisekedi, dont lui-même est aussi candidat à sa propre succession, qui mérite la confiance des Congolais? Bon. Qui, pour le changement du Congo, qui pour changer ces bilans que vous avez tant décriés de Félix Tshisekedi? Monsieur Jason. Pour être clair et franc, d'abord, nous ne sommes pas dans une tabagerie où on prend du tabac pour se faire tabasser. Il faut souvent savoir dire la vérité comme cette vérité se doit. Actuellement, nous avons vu, comme vous l'avez dit, des candidats défiler pour aller déposer leur candidature. 24 oui, au total. 24. Mais, dans ces 24-là, moi je peux retenir que 2. Lequel? Que 2 pourquoi? En premier lieu d'abord, le président Félix Tshisekedi lui-même, pour un deuxième mandat. Donc vous avez critiqué son bilan? Oui, oui, oui. Ça, je reviens sur le Congolais des pères et des mères alors. On a l'impression que cette loi proposée par les si brillants professeurs Noël Tchani, apparemment c'est pour casser Katumbi. Parce que si on ne fait pas référence à cette loi des pères et des mères, Katumbi est éligible à déposer sa candidature à la présidence. Il est congolais. On dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est ça. Elle ne peut être détenue avec aucune autre nationalité. Alors, j'aimerais ici qu'on réfléchisse un peu. Tous nous sommes jeunes. Vous ne pensez pas que notre pays est tellement infiltré et qu'il faut quand même protéger les postes de souveraineté? Je ne parle pas des Katumbi. Vous savez qu'avec Laurent Désiré Kabila, on a eu un chef d'état-major qui était rwandais, M. James Kabarebe. Et vous ne pensez pas que cette loi de Tchani, qui ne vise seulement pas la présidence de la République, qui vise aussi d'autres postes de souveraineté, c'est peut-être une loi salvatrice pour que nous puissions sécuriser notre pays? Bon, en même temps, cette loi est une loi salvatrice, mais en même temps, elle ne l'est pas. Sur base de quoi? Pourquoi est-ce que pour diriger un pays comme la République démocratique du Congo, il faudrait être congolais des pères et des mères? Est-ce que pour donner un poste, c'est obligé d'être congolais des pères et des mères?
Il y a des postes de souveraineté. Oui, il y a des postes de souveraineté. Même aux États-Unis, Oui, même aux les lois États-Unis, existent. oui, Même les en lois France, les lois Oui, existent. Pour ça, nous sommes tous d'accord. Oui. Pour ça, nous sommes tous d'accord. Mais il y a certains postes, cela n'exige pas. Parce qu'en même temps, on finira par dire que, bon, pour être, par exemple, DG de la SNEL, il faudra être encore congolais des pères et des mères. Non, ça, ce ne sont pas des postes de souveraineté. Alors, vous aviez la parole. Qui pour remplacer Félix Tshisekedi, dont vous avez traité le bilan de 0,5 sur 10? Ouais. Le Congo a besoin de dirigeants compétents, qui ont déjà travaillé, qui connaissent comment fonctionne la République. Et pour moi, je pense que le meilleur candidat pour gérer la République, c'est l'ancien Premier ministre Augustin Matata Polo. Vous pensez que Bokanga Lonzo, d'autres projets qu'on l'acquise, il est toujours l'homme providentiel pour sauver la République? Bokanga Lonzo, ce sont des manœuvres politiques pour écarter des candidats potentiels à la présidence, tout comme on fait avec Moïse Katumbi. Comment expliquez-vous que plus de 200 millions de dollars, l'argent des contribuables congolais, disparaît comme ça? Bokanga Lonzo, le projet n'a jamais exécuté. Mais aujourd'hui, vous dites que ce sont des manœuvres dilatoires pour éliminer Matata Polo. Le directeur chargé des travaux de Bokanga Lonzo était aussi complice dans le détournement. Bien qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais c'est lui qui chapeautait. Il vient d'être acquitté il y a quelques jours par la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a montré un bordereau conforme où le paiement a été vraiment effectué à la compagnie sud-africaine. Si le directeur chargé des travaux est acquitté parce qu'il a montré un bordereau où le paiement a été fait, directement, il n'y a plus de détournement, le procès tombe caduc. Donc vous voyez que les procès continuent, ce sont des manœuvres politiques pour essayer d'écarter ceux qui sont compétents. Pour les faire croquer les marmots. Voilà. C'est ça en bon terme. Apparemment, tout ça c'est pour faire croquer les marmots. Vous pensez que tous ces projets initiés sous Joseph Kabila, qui n'ont pas abouti, qu'on a détourné l'argent, il faut laisser comme ça? Pour les projets sous Joseph Kabila, c'est que moi je peux dire, je pars d'une seule personne, Matata Polo. Sa gestion, son bilan en tant qu'ancien Premier ministre est largement positif et 10 fois plus grand que celui de M. Tshisekedi. Comment pouvez-vous comparer la gestion d'un président de la République et celle du Premier ministre? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes rôles. Ils n'ont pas les mêmes rôles. Parce que, non, on doit rappeler, s'il vous plaît, on a aussi droit à éduquer ceux qui sont en train de nous suivre. Il faut qu'ils retiennent des choses qui peuvent les aider ou soit aider les enfants qui sont en train de nous suivre. Le Premier ministre est celui qui exécute les projets ou soit les plans du président de la République. Le président de la République peut avoir un projet, mais qui sera exécuté par le gouvernement. Voilà pourquoi le Premier ministre endosse cette charge-là de présenter les programmes du gouvernement au Parlement. Et c'est lui qui est redevable devant le Parlement et non le président de la République. Donc on ne peut pas comparer la gestion du président et celle du Premier ministre. Mais savez-vous pas que aussi bien le projet initié par un président de la République par sa propre initiative ou un Premier ministre doit toujours être délibéré en Conseil des ministres. C'est-à-dire que le président écoute aussi des avis, aussi bien des ministres, du Premier ministre que les membres du gouvernement. Ce que j'ai dit est ceci, que Matata Polo a acheté 4 avions Congo Airways dans ce pays avec l'argent de l'État. Pas des avions neufs. Ce sont des avions. Ce n'est pas un problème. Ce ne sont pas des avions neufs. Dont des sont tombés en panne pendant la période que Matata a été président. Mais ce n'est pas obligé. Non, mais il a laissé 4 avions. Il a laissé. Voilà, ça c'est un autre débat. On va revenir s'il y aura du temps. Mais j'aimerais ici, j'ai retenu quelque chose. Il y a M. Jason qui est pour Martin Fayoulou, qui est l'ange. Selon lui, selon ses propres termes, l'ange que tous les Congolais sont en train de chercher. Selon M. Abel Vundoui, c'est Matata Polo. Voilà, j'ai même pensé à la cravate rouge d'Augustin Matata Polo, la même cravate que M. Abel Vundoui porte sur ces plateaux. On est presque à la fin de ces numéros de décryptage de l'actualité politique. Votre mot de la fin avant de clore ces numéros de décryptage de l'actualité politique. Bon. Ce que je pourrais dire pour conclure en définitive, en fait, c'est que j'aimerais bien que nous jeunes, que nous sommes, les futurs du Congo, c'est nous. C'est vous, c'est Abel,
Nous devons apprendre des erreurs qu'ont pu faire nos aînés, qu'ont pu faire ceux qui sont passés avant nous pour pouvoir mieux faire. Vous savez, moi je suis sûr qu'un jour en République démocratique du Congo, il y aura ces changements. Ces changements tant attendus, ça viendra un jour. Avec Martin Fayulu selon lui. Monsieur Abel Vundowe, votre mot de la fin. Le mot de la fin que nous sensibilisons, n'est-ce pas, les Congolais à être très vigilants et que si jamais il y a des élections, de faire les très bons choix, aussi bien au niveau de la députation nationale qu'à la présidentielle, pour éviter les dirigeants incompétents, pour que le Congo puisse, n'est-ce pas, renouer avec son destin de grandeur. Ça n'est fini pour ce numéro de décryptage de l'actualité politique. Jeff Badibanga, le communicateur de la République, était là pour vous informer. Je vous promets, les prochains numéros, je vais recevoir ici l'honorable Angèle Mwadi Kalenga, la candidate députée provinciale au niveau de la commune de Kalamou. Nous allons la recevoir ici parce qu'elle est en train de parler de la restauration de la dignité des Kalamou. Ensemble avec vous, nous allons découvrir pourquoi elle pense à la restauration de la dignité des Kalamou. Le plus 243 81 717 11 97, plus 243 81 717 11 97, c'est notre numéro de contact. Vous avez aussi besoin de passer sur ces plateaux pour pouvoir partager ce que vous avez dans votre tête, le pensée, et les idées de changement en République démocratique du Congo. Notre plateau est ouvert à tout le monde. Quant à moi, je vous retrouve à tout à l'heure. Ciao.